Et en fait, là, la thèse, ça m'a amené aussi à faire des trucs, mais complètement fous. Je pensais pas qu'un jour dans ma vie, j'irais accompagner des chasseurs inuits à la chasse aux phoques et qu'ensuite, on découperait le phoque sur la plage avec les enfants de l'école d'à côté. Vous écoutez Drop the Cutch. Eh bien, bonjour et bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture qui exercent désormais dans un autre domaine. Aujourd'hui, programme un petit peu chargé, parce que je ne suis pas avec un, mais trois thésards qui vont nous parler de recherche en architecture. Donc Clarisse, Chloé et Nicolas, bienvenue, et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Bonjour. Bonjour. Donc pour vous présenter très rapidement, Chloé Lemuel, tu as été diplômée en 2013 de l'INSA Strasbourg. Oui, c'est et ça. ton sujet de thèse, c'est la maison de la famille au Nunavik, pratique spatiale au sein d'un équipement communautaire émergent. Donc tu t'intéresses aux communautés inuites et notamment leur appropriation des maisons conçues avec une pensée occidentale. Alors, la maison de la famille, du coup, c'est pas tout à fait les maisons d'habitation, c'est un petit centre communautaire, on va dire. Ouais. Ok. Mais sinon, tout le reste, c'est exactement ça. Clarisse Ganton, diplômée en 2016 de l'ENSA Paris-Malaquais, qui s'intéresse à l'architecture comme instrument de guerre, avec l'utilisation stratégique et militaire cas critique de Jérusalem. Ça se voit que je lis un petit peu. Pas de problème. Et enfin, Nicolas Enschauwerker. Parfait. Wow, putain. Impressionnant même. Impressionnant. Premier coup. Ton sujet de thèse, toi, c'est vers des écosystèmes urbains résilients, études de cas pratiques pour un micro-urbanisme coopératif. Et tu as été diplômé en 2015 de l'INSA Strasbourg. Je sais pas si je l'ai dit. C'est exactement ça, 2016. Ouais, exactement. Ah, pardon. Bon, c'est allé très vite, mais on reviendra sur vos thèses avec un petit peu plus de détails dans quelques minutes. Mais d'abord, pour s'échauffer un petit peu, j'ai une question qui peut être un petit peu naïve. C'est tout simplement, est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison pour laquelle vous avez choisi de faire une thèse après vos études ? Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à vous ou c'est quelque chose que vous aviez prémédité ? Je sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien, Chloé. En fait, pendant mes études d'archi, j'ai fait des stages en agence. Je me suis assez vite rendu compte que j'aimais beaucoup l'architecture, mais que la façon d'exercer en agence, ça me correspondait pas. J'ai profité d'une année de redoublement pour faire des stages dans des choses un petit peu plus alternatives ou voilà, et notamment auprès d'un groupe qui s'appelait Échelle Inconnue. Eux se définissent pas tellement, mais je dirais que ce qu'ils font, c'est assez proche de l'ethno, finalement, l'ethnographie, et de l'art, au croisement entre les deux. Et puis, pendant mes études aussi, je me suis pas mal posé des questions des questions d'éthique sur la profession. À l'époque, à l'INSA, on faisait donc en 4 ans, il n'y avait pas encore le système AI, etc. Et c'était des études très très denses. Et j'ai eu besoin de souffler un petit peu aussi, donc je suis allée faire des études d'anthropologie, master d'anthropologie sociale et culturelle pendant 2 ans à Strasbourg. Et c'est pendant ce cursus-là que j'ai entendu parler du doctorat, que j'ai rencontré des doctorants, et puis que je me suis rendu compte que ça pouvait être une voie qui m'intéressait, de prendre 3 ans, en réalité un peu plus, mais a priori le doctorat se fait en 3 ans. Pour explorer un sujet et puis après continuer en fait la recherche c'était une façon d'exercer l'archi qui me parlait beaucoup plus. Et aussi finalement le doctorat c'est pour moi une voie d'accès à une carrière future d'enseignant-chercheur en fait. Et du coup c'est un passage obligé. Pour devenir enseignant-chercheur, faut passer par le doctorat. Nicolas ? Pour moi, c'était, je pense que le point de départ, ça a été, comme je l'ai abordé tout à l'heure, mon année de césure, en fait, que j'ai fait entre la A4 et la A5. Donc, ancien format à l'INSA. Et où j'ai eu la chance de partir aux États-Unis et j'ai découvert, j'étais avec un copain et on a passé beaucoup de temps à aller voir
des conférences, des lectures sur différents thèmes de l'architecture et en fait je suis plus rentré, on va dire, dans ce qui après deviendrait ma thèse ou en tout cas mon projet de thèse par le sujet en fait en lui-même qui est la pensée de la ville comme écosystème, ou en tout cas d'une certaine complexité et d'écologie urbaine. Et c'est un champ disciplinaire qui m'a accroché et je suis un peu tombé dedans. Et à la fin de mon PFE, donc qui commençait à avoir des brides, on va dire, de cette réflexion-là, je suis allé travailler 2 ans et demi donc en agence d'architecture pour le coup. Et cette agence traitait également de ces sujets-là et notamment du métabolisme urbain. Et j'ai eu la chance de découvrir aussi à Amsterdam même différents acteurs de l'écologie urbaine en faisant également une formation. Et donc c'est ensuite que j'ai voulu approfondir, on va dire de manière plus théorique aussi ce sujet et donc je suis revenu vers l'école pour vraiment voilà me mettre à 100% du temps, on va dire, parce que j'avais commencé à faire un temps partiel à l'agence, 4 jours semaine pour essayer de me garder 1 jour par semaine pour essayer de commencer à faire de la recherche sur ces sujets-là. Et c'était assez difficile de pouvoir jongler les deux, surtout que le travail en agence demandait de plus en plus, on va dire, d'investissement, à bosser sur des projets des équipements publics notamment, et donc des projets en équipe. Et donc ensuite, voilà, je suis retourné à l'école à partir de septembre 2019. Voilà. Du coup, pour moi, à la base, c'était pas une ambition quand j'ai commencé mes études d'archi de faire une thèse. J'avais l'idée que, pareil, je ferais du travail en agence ou que j'ouvrirais ma propre agence, etc. Et puis, un peu comme Chloé, j'ai commencé à faire des stages en archi. Des stages déjà qui sont obligatoires. Je me suis rendu compte que c'était pas là où je m'amusais le plus. J'appréciais pas particulièrement la façon dont on pratiquait l'architecture et même en cours de projet en studio. Donc, je m'amusais pas forcément, je me sentais pas très à l'aise. Je me sentais pas très à l'aise comme étudiante ou comme personne, enfin, etc. Et en fait, je pense que la bascule s'est un peu faite en 3e année pour 2 raisons. La première, c'est pendant mon premier semestre, j'ai eu l'occasion de faire un projet qui travaillait sur les camps de Roms et de gens du voyage en banlieue parisienne. Et ça m'a un peu, ça m'a beaucoup transportée et j'ai eu beaucoup l'occasion de faire énormément de recherches sur ce que c'était justement les gens du voyage, etc. Et ça m'a donné aussi, une vision beaucoup plus politique et sociale de l'architecture, du rôle de l'architecte, etc. Et en fait, j'ai trouvé ce semestre infiniment plus passionnant que tout ce que j'avais fait depuis le début. Et au second semestre à l'école de Paris-Malaquais, on a un cours qui est d'initiation à la recherche où on écrit notre premier article scientifique. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les écoles, mais nous, effectivement, on commence à écrire dès la 3e année. Et je me suis rendu compte que non seulement j'adorais ça, mais en plus que j'étais douée pour ça. Donc je me sentais beaucoup plus à l'aise là-dedans. J'ai continué ensuite mon mémoire en master et aussi mon mémoire de projet de fin d'études. Qui étaient tous les deux très conséquents, d'autant plus que j'ai passé mon diplôme du coup en mention recherche. Et je savais déjà pendant ma dernière année, du coup, pendant mon M2, que je voulais faire une thèse après. Moi, pour le coup, j'ai enchaîné tout de suite. J'ai passé mon diplôme en juin 2016 et je me suis inscrite en doctorat en octobre 2016. Donc je savais déjà en M2 que je voulais suivre en doctorat. À la fois parce que la recherche m'intéressait vraiment et que je me sentais douée pour ça. Et que j'avais pas du tout, mais vraiment pas du tout envie de travailler en agence. Enfin, les expériences que j'avais eues ne m'avaient pas vraiment plu, pas vraiment convaincue. Enfin, je me sentais pas du tout à l'aise là-dedans et j'avais pas envie de continuer. Et ça me donnait, parce que comme j'avais 1 an d'avance, d'une certaine manière, la thèse, ça me donnait aussi du temps de réfléchir et de mûrir aussi un peu plus mon projet plus précisément, mais je savais que voilà, j'aimais la recherche, j'étais bien là-dedans et que j'avais envie de continuer. D'autant plus que j'ai fait mon diplôme sur Jérusalem, donc j'avais un sujet en or. Voilà. Et c'est compliqué de se lancer dans une thèse ? Trouver un sujet, vous êtes accompagné pour trouver des sujets de thèse ou
Ça dépend des personnes, j'ai envie de dire. Dans mon cas, moi, par exemple, j'avais repéré qu'il y avait tout un projet international qui se montait entre l'INSA, l'École d'architecture de Québec. De toute façon, je savais que moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu le croisement, toutes les questions autour de l'habité. Donc, au croisement de l'architecture et de l'anthropologie. Et après, où dans le monde, finalement, peu importe. Et un des gros enjeux pour faire un doctorat, c'est de trouver un financement. Du coup, avec ce projet de recherche-là, je savais qu'il y aurait peut-être des opportunités de financement que je pourrais m'insérer aussi, justement, entre le croisement anthropo et archi. Et du coup, ça a mis quand même plusieurs années à se monter. C'était pas simple. Mais ouais, finalement, tant que je restais dans le thème de archi et inuit, j'ai été complètement libre de choisir mon sujet. Et mon sujet a beaucoup évolué en fait depuis la première année. C'est construit petit à petit et c'est aussi construit. Moi, je suis venue avec mes idées et puis en fait, j'ai rencontré des Inuits qui m'ont dit bah oui, c'est très intéressant, mais en fait, nous, nos vraies problématiques, elles sont là. Elles sont autour de la question de la maison de la famille, elles sont autour de tout ce qui est post-colonial, etc. Et donc en fait, mon projet s'est construit avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Sur l'évolution du sujet aussi, pour continuer. Le sujet que tu as annoncé au tout début, Sam, le titre n'est plus vraiment celui que j'utilise maintenant. Il évoluera encore également. Je suis en fin de première année, et donc c'est normal, comme le dit Chloé, disons d'avoir une idée, un projet de thèse, on va dire, au départ, et disons une idée vague du sujet qu'on veut aborder, et assez rapidement en fait se confronter à la fois aux chercheurs, potentiellement au début d'un terrain, des acteurs d'un site, peut changer. Alors j'allais pas dire radicalement, mais peut changer grandement, on va dire, les angles d'attaque et l'objet étudié lui-même, quoi. Et alors pour moi, ça a été, disons, je recherchais à faire un doctorat en écologie urbaine de manière générale, donc lié à l'architecture aussi. J'ai toujours ça dans un coin de la tête. Et donc je regardais dans différentes écoles. Donc en étant aux Pays-Bas, j'avais regardé potentiellement à Delft, à Eindhoven aussi. Et ensuite, il s'est passé pas mal de choses en France, et j'avais une envie de rentrer, et donc Strasbourg c'est un peu apparu comme naturel, on va dire, et le fait de retourner à l'école, de connaître déjà le corps enseignant était plus facile, les copains, des gens qui comme Chloé aussi participaient déjà au fonctionnement de l'école, et donc j'ai eu la chance de pouvoir en fait monter mon sujet, quoi, donc je m'intéresse au quartier de Königshofen en particulier à Strasbourg, et j'allais dire ça aurait pu être un peu n'importe où, quoi. Donc j'ai choisi un quartier, donc je l'ai pas choisi au hasard non plus à Strasbourg, hein, mais je voulais que ça soit près de là où j'habitais, potentiellement dans la même ville, pour pouvoir être au contact à la fois du lieu, des acteurs, et pouvoir être immergé pendant toute la durée de ma thèse. Et donc je pense que ça aurait été adapté à l'endroit où potentiellement j'aurais trouvé un financement, quoi. Et donc ça a été quand même assez guidé par le directeur, en tout cas ma directrice de thèse, qui est Florence Rudolph, et le financement. Moi, pour le coup, j'ai une stratégie un peu différente, dans le sens où, pour le coup, moi, j'ai trouvé très facilement un directeur de thèse et un sujet. Par contre, je n'ai pas de financement, je ne suis pas financée. Donc j'ai pu complètement choisir mon sujet de façon totalement libre, puisque c'était le mien, et que j'ai proposé Jérusalem. Et en fait, mon directeur de thèse, c'est mon directeur de mémoire, donc qui était complètement partant pour se lancer dans la thèse avec moi tout de suite après, vu que j'étais une de ses meilleures étudiantes, et je crois. Et il se trouve que j'ai aussi un deuxième directeur de thèse qui était également l'un de mes directeurs d'études de diplôme, et qui avait beaucoup apprécié mon travail de mémoire de fin d'études, et donc qui était aussi... Voilà, donc j'ai trouvé très facilement des directeurs de thèse qui ont très facilement ont voulu bien se lancer dans l'aventure avec moi. Mon sujet, pareil, il était prêt. Mon projet de thèse, ça faisait 2 ans que en faisant mon diplôme, ça faisait 2 ans que je travaillais mon projet de thèse, en fait. Donc, quasiment, une partie de ma bibliographie était prête, quasiment beaucoup de choses étaient déjà prêtes.
mais j'avais pas de financement et j'y suis allée très naïvement en fait. J'y suis allée parce que j'avais très peu d'informations, que il y avait, enfin l'administration de la recherche de mon école avait très peu d'informations. Enfin, j'avais très peu de choses et donc j'y suis allée très naïvement en me disant on verra bien, c'est ce que j'ai envie de faire, on verra bien quoi. Et du coup, j'ai pas eu de financement. Enfin, beaucoup de choses ont fait que j'ai pas forcément commencé dans les meilleures conditions possibles d'un point de vue financier. Et que ça continue, puisque du coup, une fois qu'on n'a pas de financement, et c'est pour toute la thèse. Donc, il faut trouver des financements ensuite à côté. Faut travailler pour beaucoup d'entre nous. Enfin, c'est assez compliqué. Mais on s'en sort. Pour rebondir sur ce que dit Clarisse, l'aspect parcours du combattant, il n'y a pas d'infos, il y a à chacun de trouver les infos, etc. J'ai l'impression que c'est pareil pour tous les doctorants que je rencontre. Toute discipline, tout, franchement. Et on a l'impression qu'on doit tout réinventer à chaque fois, en fait. C'est un peu comme être Indiana Jones. T'as une machette tout seul dans la jungle et puis tu continues d'avancer, quoi. Mais justement, la question de ces financements, c'est un des aspects, parce que quand on pense recherche en architecture, on pense que vous allez être toute la journée à votre bureau ou alors sur le terrain, comme par exemple toi, Chloé, à observer, à faire vos études, etc. Mais il y a plein de choses annexes finalement à la recherche, qui sont les financements. Chloé, je sais que tu as été ma prof à une période. Du coup... Ouais, je vais te répondre sur la question des financements. Donc moi, ce que j'avais, c'est un contrat doctoral, ce qui était mon salaire, on va dire. Sauf que pour partir sur le terrain, pour te donner une idée, un aller-retour en avion pour me rendre au Nunavik, c'est 3 000 euros. Un bon manteau d'hiver pour résister jusqu'à moins 40, c'est 800 euros. Donc une fois que j'ai le manteau, il me faut encore les moufles, le pantalon, les chaussures qui vont aussi jusqu'à moins 40, etc. Donc tout l'équipement, oui, puis des lunettes de soleil de vue spéciales glacier, enfin vraiment tout l'équipement, je dirais que j'en ai eu pour 1 500 euros. Et puis après, sur place, il y a un hôtel par village, mais c'est 100 euros la nuit. Et on n'a pas encore mangé avec tout ça. Donc en fait, la première année, moi, elle a vraiment été dédiée au fait de chercher des financements, parce que sans argent, je pouvais pas partir sur le terrain. Et du coup, je suis dans un cadre particulier, c'est que je suis en co-tutelle. Ça veut dire que je suis inscrite à la fois en France et au Canada. Donc je dois suivre le cursus de thèse de France et le cursus québécois aussi, qui sont un peu différents. Mais ça me permet aussi d'avoir accès à des bourses québécoises. Et donc, en fait, finalement, mes financements qui me permettent de financer la recherche de terrain, ça vient du Québec. Et ouais, j'ai passé la première année à remplir énormément de demandes de bourse. Et en France aussi, sauf qu'en France, il y a tellement de personnes qui postulent pour très peu d'argent que c'est très désespérant. Mais ouais, l'aspect international, au moins, m'a permis d'avoir accès à des financements. Finalement... Königshofen, c'est pas mal. Ouais, parce que c'est vrai que les bourses, c'est pareil, j'ai passé une partie de ma première année à en chercher pour ne pas en trouver. Et à chaque fois, une demande de bourse, c'est un mois de travail. Enfin, vraiment, c'est de la paperasse, c'est aller demander à droite à gauche des lettres de recommandation, de remplir des papiers. Enfin, c'est harceler ses profs, c'est harceler l'administration. Enfin, c'est remplir des lettres de motivation bateau pour expliquer à quel point ton projet c'est le meilleur, à quel point il est super, à quel point il faut le financer. Et pour très très peu d'élus en fait. Enfin, la bourse Palladio, je sais plus combien il y a de demandes, mais il doit y avoir 10 bourses. La bourse de la Caisse des dépôts, enfin c'est encore pire. Je crois qu'une de mes amies avait postulé, il y avait 1000 demandes. Enfin, c'était délirant quoi. Donc à chaque fois, tu perds beaucoup de temps pour très très peu de résultats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un énorme tuyau d'un des administratifs de mon école qui m'a filé l'un des 2 dossiers pour pouvoir postuler à la bourse Walter Zalidja pour les mobilités internationales. C'est une bourse de l'Académie française et c'est une fondation d'architecture, donc c'est très spécifique, etc. Et j'ai réussi à avoir la moitié de mon financement pour pouvoir partir à Jérusalem pendant 3 mois, quoi. Et pareil, Jérusalem, sans coûter ce que coûte le Nunavik, ça a un coût. Un aller-retour Paris-Tel Aviv, c'est 500 euros. La vie sur place, les loyers hiérosélimiens sont à peu près
sont presque aussi chers que les Parisiens, enfin, sans compter le coût des transports, sans compter le coût de la vie qui est aussi très très cher en Israël. Enfin, c'est tout ça aussi qui s'ajoute et ça sans être financé. Enfin, donc voilà. Donc la bourse, ça m'a permis quand même de pouvoir le faire, sinon j'aurais pas pu y aller. Enfin, il y a des choses voilà où on trouve des financements. L'université aide par exemple pour les billets d'avion. Ce genre de choses. Enfin, on essaye de grappiller un peu à droite à gauche, mais c'est vrai que du coup que le temps, en fait, on passe pas notre temps effectivement à faire de la recherche. Le doctorat, c'est et la thèse et tout le reste. Et dans tout le reste, il y a la demande de financement, mais il y a les inscriptions administratives, il y a les formations, parce qu'on suit des formations même si on en a très peu. Il y a ceux qui donnent des cours. Il y a aussi le fait de communiquer, de faire de la veille scientifique, d'écrire des articles. Enfin, tout ça, en fait, c'est énormément de choses qu'on faisait pas avant. Enfin, beaucoup d'anciens profs me disent, moi, mon doctorat, enfin, je faisais ma thèse et puis c'est marre, quoi. On faisait pas tout le reste. Et nous, on est très, très dispersés. On fait beaucoup de choses. Et les thèses conventionnées par des entreprises, ça existe pas en architecture ? Si, les chiffres. Si, ça existe. Ça a d'autres problèmes. Souvent, ce qui se passe, c'est que le travail en agence prend le pas sur le travail de la recherche. Et du coup, c'est un peu compliqué de réussir à balancer tant de recherche, tant de travail. C'est assez récent aussi, donc ce qui fait que les agences sont assez peu au courant. Ouais. Et je vais pas dire réticentes, mais il n'y a pas forcément un appétit des agences pour ça. Enfin voilà, ça se développe petit à petit et ça se fait. Mais pour l'instant, c'est très, très marginal. Ouais. J'ai un autre souci que j'ai remarqué, puisque j'ai une de mes amies là, qui veut se lancer en thèse en CIFRE, qui a un financement d'une agence. Et son directeur d'agence, en fait, oriente vachement sa recherche. Enfin, demande beaucoup à avoir un avis scientifique qu'il n'a pas, puisqu'il n'a pas de thèse, qu'il n'a pas... Lui, il est juste intéressé par un sujet, et tant mieux, génial que ça le passionne. Mais comme c'est lui qui finance... Il demande à avoir un droit de regard et je trouve ça très problématique à beaucoup de niveaux, alors qu'il a aucune méthodologie, enfin, il n'y connaît rien, c'est assez problématique. Donc, à beaucoup de... Voilà, c'est un autre aspect des problèmes de la CIFRE. Et chacun a ses points positifs et négatifs. Enfin, le point positif, c'est l'argent, mais du coup, le sujet en pâtit un petit peu. Et ça peut aussi être l'occasion de faire de la recherche-action. Oui. Donc en fait, de faire de la recherche et qu'il soit appliqué et après qu'il soit vraiment utilisé par l'agence. Ou là, j'ai une collègue qui bossait en recherche et développement pour un constructeur bois et elle travaille sur la surélévation en bois. Et donc en fait, c'était l'occasion aussi d'avoir une partie appliquée. Moi, je peux pas du tout avoir ça en fait dans mon travail, par exemple. La finalité d'un travail de recherche, c'est évidemment un intérêt personnel pour le sujet, mais la finalité, c'est quoi ? C'est des articles de recherche et des conférences pour faire très très. D'un travail de recherche ou d'une thèse de doctorat. Le travail, oui, d'un doctorat, tu vas produire une thèse à la fin, mais cette thèse. Quelles vont être les applications concrètes, s'il y en a, du travail de recherche qui a été effectué ? La recherche peut avoir en soi comme objectif juste d'augmenter la connaissance de l'humanité. Et du coup, ne pas chercher à être appliqué, et c'est pas grave, en fait. Et voire même, de vouloir absolument appliquer peut entraîner des soucis d'éthique, de positionnement, voilà. Au moins, en n'essayant pas d'appliquer, on est indépendant et donc plus objectif. J'ai mal exprimé ma question. En fait, c'était plus dans le sens... Vos travaux, vos travaux, comment vous les partagez ? Parce que là, il y a un petit, il y a votre petit réseau autour de vous et des gens qui seront hyper intéressés par le sujet, qui vont être intéressés par votre thèse et par ce que vous avez découvert, ce que vous avez trouvé. Mais est-ce qu'il y a aussi des dispositifs pour des conférences, des journées de conférences pour partager ces sujets de thèse à un public un peu plus large ? Ouais, déjà, pour partager au sein de la communauté scientifique, il y a justement les conférences, les journées d'études, etc., où on fait des communications orales.
Et puis il y a aussi les articles qui paraissent dans des revues scientifiques. Donc là, vraiment, le public visé, c'est la communauté scientifique. Et c'est l'occasion aussi d'avoir des retours sur notre travail, de l'améliorer, et puis de diffuser nos idées et nos connaissances. Après, si jamais on veut élargir plus, on peut, mais ça fait pas partie, enfin, comment dire, faire de la vulgarisation, si on a envie d'en faire, on peut, mais ça fait pas partie des attendus de la thèse, en fait. Et concrètement, qui va lire notre thèse? Nous-mêmes, notre directeur et les 8 membres du jury. Et voilà, grosse déprime. Non, puis après, c'est possible de le faire éditer, de le faire sortir en livre, mais principalement, les personnes qui vont lire ça, c'est la communauté scientifique. Mais du coup, le fait que moi, je sois vraiment intéressée par l'enseignement, je trouve que c'est une façon de transmettre ce que moi, j'apprends et de transmettre aux générations qui arrivent, quoi. Jamais je n'aurais été sensibilisé à la maison Inuit si je ne t'avais pas eu en professeur en première année d'architecture. Clarisse ou Nicolas, si vous avez des choses à ajouter, peut-être? Bah, pas tellement, vu que t'as à peu près tout dit. Effectivement, il y a que, notre façon de diffuser notre travail, c'est évidemment la communication orale, comme tu l'as dit, les revues scientifiques, bien sûr. Quand on arrive à être publié, enfin, donc là encore, c'est un autre parcours du combattant. Et oui, après, sinon, la publication de thèse, qui est généralement une version réduite de la thèse, qui est une version aussi plus accessible à la fois pour la communauté scientifique, et puis après, si vraiment ta thèse est incroyable et que ça devient un best-seller, mais c'est rarissime, en fait, il y en a très très peu des thèses publiées qui sont devenues des best-sellers. Je pense que les sujets également qui sont, disons, pour lesquels l'opinion publique va s'intéresser à un moment donné, et ces sujets-là sont une temporalité aussi différente de la recherche. Alors la recherche en sciences dure, certainement, voire très sûrement d'ailleurs, avec une recherche fondamentale qui est vraiment je pense, des années-lumière de l'intérêt du commun, enfin du commun, de l'homme commun, quoi, comme nous, on va dire. Et également, au final, les recherches en sciences sociales, on va dire, ou en histoire, certaines recherches peuvent à un certain moment sortir et trouver un écho à un cercle beaucoup plus large par des podcasts, par exemple, ou des émissions sur France Culture, ou le média. Je sais qu'ils font intervenir des chercheurs en histoire, en sciences sociales, etc., qui sont intéressés. Bon, j'avais regardé quelque chose sur Robespierre, par exemple, mais c'est parce que c'est un sujet, en fait, qui à un moment fait l'actualité. Pendant 6 mois, on s'intéresse à une figure, et il s'avère que 2 chercheurs ont fait une recherche de 5 ans, depuis 5 ans, sur cette figure-là, et donc on va écouter leur travail. Et donc, je pense qu'on peut pas se lancer dans une recherche en espérant pouvoir la diffuser largement le plus possible. Je pense qu'on s'investit dans une recherche à la fois pour des raisons, alors personnel évidemment, potentiellement collective aussi, en se disant que c'est quelque chose qui nous semble être vraiment intéressant pour le collectif en général. Peut-être qu'on se trompe, et c'est aussi au collectif de juger, et ça on le maîtrise pas du tout, quoi. Et il faut le tester. Voilà. Eh bien, justement, pour essayer de diffuser un petit peu vos travaux, dans la partie 2 de cet épisode, qui devrait se lancer directement après celui-ci pour les auditeurs, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez pouvoir nous partager vos recherches à proprement parler. J'espère vous retrouver tout de suite.